Ce matin-là, quelque chose m'a retenu sur le seuil du salon. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Une sensation dans le ventre, comme un courant d'air froid qui traverse une pièce fermée. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte et je me suis arrêté. J'ai regardé par l'entrebâillement. Mon fils était penché au-dessus de la table, dos tourné, les épaules légèrement voûtées. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension, une précipitation qui ne correspondait pas à l'homme détendu, qui venait de me souhaiter une bonne soirée 2 minutes plus tôt. Je suis ressorti sans faire de bruit, mais je n'ai pas oublié ce que j'avais vu. Je m'appelle Raymond, j'ai 67 ans. J'ai passé 32 ans de ma vie à enseigner l'histoire dans un lycée de Lyon, et je crois que ces années m'ont appris une chose par-dessus tout. Les hommes répètent toujours leurs erreurs et les familles ne font pas exception. Ma femme, Hélène, est morte il y a 4 ans. Cancer du poumon. Elle n'avait jamais fumé de sa vie, c'est l'une de ces injustices que l'on n'arrive jamais vraiment à accepter. Nous avions été mariés 39 ans. 39 ans pendant lesquels elle avait été ma boussole, mon encre, la personne qui savait toujours quoi dire quand je ne savais plus quoi penser. Quand elle est partie, j'ai cru que je ne me relèverais pas. Mais on se relève toujours. On ne guérit pas, on apprend à porter. Hélène avait hérité d'un terrain de ses parents, à Annecy, en bordure du lac. Un terrain que sa famille possédait depuis 3 générations. Elle y tenait comme une promesse. Avant de mourir, elle m'avait dit « Raymond, fais-en ce que tu veux, mais fais-en quelque chose de bien. » Après des mois d'hésitation, j'avais décidé de vendre. Un promoteur immobilier avait fait une offre sérieuse, 800 000 €. C'était plus que je n'aurais jamais imaginé. J'avais signé les papiers un mardi matin, seul dans le bureau du notaire, avec la photo d'Hélène dans ma poche de veston. J'avais pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir reprendre la route. Mon fils Daniel a 41 ans, architecte. Beau, intelligent, charmant. Il a toujours su séduire une pièce entière dès qu'il entrait dedans. Enfant, il dessinait des maisons imaginaires sur des feuilles de papier millimétrées. Je l'avais regardé grandir avec une fierté que je n'avais jamais su bien exprimer. C'est peu être là que tout a commencé à se fissurer, quelque part entre ce que je ressentais et ce que je ne disais pas. Daniel avait lancé son propre cabinet il y a 6 ans. Les premières années avaient bien marché. Puis, quelque chose avait changé. Il parlait moins, il rappelait moins souvent. Quand je lui demandais comment allaient les affaires, il répondait « ça avance », avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Et puis, il y avait Sophia. Sophia avait 36 ans et travaillait dans la gestion de patrimoine pour un cabinet privé à Paris. Elle était entrée dans la vie de Daniel il y a 2 ans, et dans la mienne par ricochet. Belle, précise, toujours bien habillée. Elle avait une façon de vous écouter en penchant légèrement la tête, qui donnait l'impression qu'elle pesait chacune de vos paroles, non pas pour mieux vous comprendre. J'allais l'apprendre, mais pour mieux les utiliser. La première fois que Daniel me l'avait présentée, elle avait dit « Votre fils m'a tellement parlé de vous, Raymond. Il vous admire énormément. » Elle m'avait serré la main avec les 2 siennes. J'avais souri. J'aurais dû réfléchir. Quand j'avais annoncé la vente du terrain à Daniel, sa réaction m'avait surpris. Pas de la joie, pas de la tristesse. Quelque chose d'intermédiaire, une attention soudaine, presque clinique. 800 000 €, avait-il répété lentement. « Oui, et tu vas en faire quoi ?» Je lui avais expliqué mon idée. Créer une petite fondation au nom d'Hélène pour financer des bourses d'études pour des lycéens en difficulté dans la région. C'était ce qu'elle aurait voulu, j'en étais certain. Daniel avait hoché la tête, mais ses yeux regardaient ailleurs. 3 jours plus tard, il m'avait appelé pour me proposer de fêter ça en famille. Un dîner au restaurant du quartier où nous avions l'habitude d'aller quand il était petit, la table des saules, à 2 pas de chez moi. Juste toi et moi, papa, comme avant. J'avais dit oui sans hésiter. J'aurais dû hésiter. C'est ce soir-là que j'avais regardé par l'entrebâillement de la porte. Nous étions arrivés séparément. Daniel était déjà là quand j'avais poussé la porte du restaurant. Il s'était levé pour m'embrasser chaleureusement, avec cette effusion un peu exagérée que j'aurais dû reconnaître pour ce qu'elle était. Sophia n'était pas là. Elle avait une réunion tardive, avait-il dit. Elle nous rejoindra peu, être plus tard.
Nous avions commandé du vin de Bourgogne, une bouteille que Daniel avait choisie lui-même, des plats que j'aimais. La conversation était facile. Nostalgique, il me parlait de ses années de lycée, des vacances à Annecy, de sa mère. J'avais senti quelque chose se détendre en moi, quelque chose que je portais serré depuis des mois. Puis mon téléphone avait sonné. Ma sœur, depuis Bordeaux, elle appelait rarement, et jamais le soir. J'avais dit à Daniel « Excuse-moi une minute », et j'étais sorti dans le couloir qui longeait les cuisines pour répondre. L'appel avait duré moins de 3 minutes. Ma sœur voulait juste prendre des nouvelles. Elle avait pensé à moi depuis la vente. Rien d'urgent. Quand je suis revenu vers la salle, je suis passé devant la petite fenêtre ronde qui donnait sur notre table l'une de ces fenêtres décoratives qu'on ne remarque jamais d'habitude. Et j'ai vu Daniel. Il était penché vers mon verre. Sa main droite était au-dessus, puis elle ne l'était plus. Il s'est rassis immédiatement et a regardé son téléphone comme si de rien n'était. Je me suis arrêté dans le couloir. Mon cœur s'était mis à battre d'une façon que je ne lui connaissais pas. Pas de la peur, quelque chose de plus froid que la peur. De la lucidité. Je suis resté immobile 30 secondes. Puis j'ai pris une décision. Je suis retourné dans la salle, en faisant semblant de n'avoir rien vu. En arrivant à table, j'ai fait exprès de trébucher légèrement contre ma chaise juste assez pour que mon coude heurte le bord de la table et fasse basculer mon verre. Le vin s'est répandu sur la nappe blanche. « Oh, pardon », ai-je dit en riant de moi-même. « Je suis vraiment maladroit ce soir. » Daniel avait souri. Mais ses yeux, une fraction de seconde, avaient exprimé quelque chose que je n'avais pas aimé. Le serveur était arrivé aussitôt, avait épongé la nappe et avait proposé de rapporter du vin. J'avais accepté. Daniel avait accepté aussi. Cette fois, j'avais bu sans crainte. Mais je n'avais pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'avais appelé Édouard, un ancien collègue, retraité de la police judiciaire, avec qui je jouais au pétanque le jeudi depuis des années. Je lui avais raconté ce que j'avais vu, calmement, sans dramatiser. Il m'avait écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre. « Tu as bien fait de ne pas boire ce verre », avait-il dit finalement. « Tu penses que je devrais porter plainte ? Pas encore, tu n'as rien de concret. Ce que tu as vu peut s'interpréter de plusieurs façons. Il faut d'abord comprendre. Comprendre. J'avais passé 32 ans à enseigner l'histoire à des adolescents, en leur disant que comprendre était la première étape. C'était plus difficile quand il s'agissait de son propre fils. Édouard m'avait conseillé de ne rien changer à mon comportement, de continuer à voir Daniel normalement, et, si possible, de trouver ce qu'il avait mis dans mon verre, ou du moins de qui venait l'idée. J'avais une bonne idée de la réponse à cette dernière question. J'ai rappelé Daniel 2 jours plus tard pour le remercier du dîner. Il avait l'air soulagé de m'entendre. Trop soulagé peut être. Nous avons parlé une 20aine de minutes. À la fin de la conversation, je lui ai demandé, l'air de rien, « Et Sophia, elle va bien ?» Un silence d'une demi-seconde imperceptible pour quelqu'un qui ne l'attendait pas. « Très bien, oui. Elle te fait ses amitiés. » J'avais raccroché et j'étais resté assis dans mon fauteuil à regarder le mur pendant longtemps. La vérité a commencé à se construire par fragments, comme un puzzle dont on ne connaît pas encore l'image finale, mais dont les pièces commencent à s'emboîter malgré soi. La première pièce est venue d'un ami de Daniel Thomas, avec qui ils avaient fait leurs études d'architecture. Thomas m'avait toujours bien aimé. Il m'avait croisé par hasard dans une librairie du 2e arrondissement, et nous avions pris un café. Après quelques minutes de conversation générale, il avait baissé les yeux sur sa tasse et dit « Raymond, je ne sais pas si je dois vous dire quelque chose. » Je lui avais répondu que si quelque chose le pesait, il valait mieux le dire. Il m'avait alors raconté que Daniel traversait une période financière extrêmement difficile depuis environ 10 à 8 mois. Le cabinet avait perdu 2 gros clients. Il avait des dettes significatives. Thomas avait prononcé le mot « importante », avec une précaution qui suggérait qu'il sous-estimait la réalité. Et Sophie, selon ce que Thomas savait, avait conseillé à Daniel d'attendre la vente du terrain d'Hélène plutôt que de me demander de l'aide directement. « Attendre comment ?» avais-je demandé. Thomas avait hésité. « Je ne sais pas exactement. » Mais elle lui avait dit que si tu tombais malade, que si ta santé déclinait, la gestion du patrimoine serait simplifiée. J'avais posé ma tasse de café. La pièce s'était mise à faire un bruit étrange.
comme si le volume de toutes les conversations des autres clients, la musique en fond, le bruit de la rue avait été soudainement augmenté puis éteint. Édouard m'avait mis en contact avec un ami à lui, médecin légiste à la retraite. Je lui avais décrit ce que j'avais vu. Un geste discret. Quelque chose de petit et de clair, dissous dans un verre de vin rouge. L'homme m'avait écouté et avait dit « Ça peut être beaucoup de choses. Des somnifères, des anxiolytiques à forte dose, un anticoagulant. Sans analyse, impossible de dire. Mais l'effet recherché dans ce contexte serait probablement de vous déstabiliser sur le plan cognitif, faire croire à des pertes de mémoire, à une confusion mentale. » Il avait prononcé les mots suivants avec une lenteur particulière, pour pouvoir ensuite argumenter auprès d'un notaire ou d'un juge que vous n'êtes plus en pleine capacité de gérer vos affaires. J'avais compris. Sophia travaillait dans la gestion de patrimoine. Elle savait exactement comment fonctionne une tutelle. Elle savait ce qu'il fallait démontrer, et combien de temps cela prenait. Et elle avait un homme amoureux d'elle, endetté jusqu'au cou, prêt à croire que c'était pour le mieux. Ce n'était pas Daniel qui avait eu cette idée. J'en étais maintenant presque certain. Il avait peu être accepté, et cela, je ne pourrais jamais tout à fait lui pardonner, mais l'architecte de ce plan n'était pas mon fils. C'était elle. J'aurais pu aller à la police immédiatement. J'aurais pu appeler Daniel et tout lui dire. J'aurais pu partir pour Bordeaux chez ma sœur et ne plus jamais répondre au téléphone. Mais j'avais été professeur d'histoire. Et l'histoire m'avait enseigné que les révélations précipitées ne produisent pas la justice, elles produisent le chaos. J'ai attendu encore 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'avais fait 2 choses. Premièrement, j'avais pris rendez-vous avec mon notaire pour modifier les dispositions de mon testament sans en parler à personne. Deuxièmement, avec l'aide d'Édouard, j'avais demandé discrètement à un avocat spécialisé si une tentative d'intoxication volontaire dans le but d'altérer le jugement d'une personne âgée constituait un délit pénal en France. La réponse était oui. Plusieurs fois oui. C'est un dimanche soir que Daniel a rappelé. Il proposait un autre dîner. À la maison cette fois, papa. C'est plus simple. Il viendrait avec Sophia. Elle voulait me voir, disait-il. Elle avait quelque chose à me montrer, un projet intéressant. Une idée pour mieux gérer l'argent de la vente. J'avais dit oui. Le soir en question, ils sont arrivés à 10 à 9h30. Sophia portait une robe bleu marine et un sourire parfaitement calibré. Elle m'avait apporté une bouteille de Bordeaux. Un bon millésime. Raymond, vous allez adorer. Nous avions mangé. La conversation était agréable en surface, la politique, un film que Daniel avait vu, un voyage qu'ils envisageaient. Et puis, Sophia avait sorti son ordinateur portable et commençait à me présenter des options de placement. Elle parlait avec assurance, en utilisant des termes techniques qu'elle prenait soin d'expliquer avec une patience ostensible, cette patience légèrement condescendante qu'on réserve aux gens qu'on pense trop vieux pour vraiment comprendre. À un moment, elle s'était levée pour aller chercher quelque chose dans son manteau. Daniel était resté assis. J'avais observé son visage, il regardait son verre de vin, et quelque chose dans son expression ressemblait à de la honte. Pas de la culpabilité active, de la honte passive, de celle qu'on porte quand on sait qu'on est en train de laisser faire quelque chose qu'on aurait dû arrêter. Quand Sophia était revenue, j'avais dit très calmement « Sophia, avant que tu continues, j'aimerais te poser une question. » Elle avait levé les yeux. « Bien sûr, Raymond. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi mon fils a mis quelque chose dans mon verre lors de notre dîner à la table des Saules, il y a 3 semaines? » Le silence qui a suivi a duré exactement 4 secondes. Je les ai comptés. Sophia a d'abord souri un sourire de réflexe, celui qu'on produit quand le cerveau cherche encore une sortie. Puis elle a regardé Daniel. Daniel ne la regardait pas. Il regardait la table. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » a-t-elle dit enfin. « Je pense que si, Raymond. Vous faites peu être une confusion. » « Je ne fais pas de confusion, Sophia. Je suis historien de formation. J'ai passé ma vie à recouper des sources, à vérifier des faits, à distinguer ce qui est réel de ce qu'on veut me faire croire. J'ai vu mon fils pencher au-dessus de mon verre. J'ai renversé ce verre intentionnellement, et j'ai ensuite pris le temps de comprendre pourquoi.
Un autre silence. Cette fois, c'est Daniel qui l'a brisé. Sa voix était basse, presque inaudible. « Papa, Daniel. » Il n'a pas continué. Il a mis sa tête dans ses mains. Ce qui a suivi n'a pas ressemblé à une scène de film. Il n'y a pas eu de cris, pas de coups de poing sur la table. Il y a eu quelque chose de bien plus difficile à supporter. La vérité qui sort lentement, phrase par phrase, comme de l'eau qui s'échappe d'une fissure. Daniel avait des dettes de 340 000 €. Il avait emprunté à des investisseurs privés pour renflouer le cabinet. Il avait signé des contrats qu'il ne pouvait pas honorer. Sophie, qui gérait des portefeuilles depuis des années, avait évalué la situation et conclut, je cite, « D'après ce que Daniel m'a dit ce soir-là, que la solution la plus rapide passait par toi. » Ah, pas me demander, me contourner. L'idée était la suivante. Quelques semaines de médicaments dissous dans mes boissons, progressivement, pour induire des troubles cognitifs apparents, des oublis, de la confusion, des moments où je ne semblais plus tout à fait moi-même, témoignage à l'appui, si nécessaire. Puis, une demande de mise sous tutelle, présentée comme un geste de protection filiale. Et une fois la tutelle accordée, la gestion de mes avoirs revenait de fait à mon fils et, derrière lui, à Sophia. 800 000 €, hérités d'Hélène, détournés avant même que j'aie pu en faire quelque chose de bien. Quand Daniel a fini de parler, il pleurait. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis l'enterrement de sa mère. Sophia, elle, gardait les yeux secs. Elle m'a regardé et a dit, avec une dernière tentative de maîtrise, « Vous ne pouvez rien prouver. » J'ai posé mon téléphone sur la table. J'avais enregistré toute la conversation depuis le début du dîner. Édouard avait un ami au commissariat central de Lyon. Les choses ont avancé vite, en fin de compte plus vite que je ne l'aurais cru. Sophia a été convoquée une première fois, puis placée en garde à vue. Les enquêteurs ont trouvé dans son appartement une ordonnance établie au nom d'un autre patient, un médicament utilisé pour traiter des troubles du sommeil sévères, actif à très faible dose mélangé à de l'alcool. Ils ont également découvert qu'elle avait effectué des recherches juridiques approfondies sur les procédures de mise sous tutelle en France, les délais, les recours possibles. Daniel a coopéré avec les enquêteurs. Il a fourni des éléments supplémentaires. Je ne sais pas si c'était par remords, par peur, ou les deux à la fois. Le parquet a retenu contre Sophia 2 chefs d'accusation, tentative d'empoisonnement et abus de faiblesse préméditée. Elle a été jugée 8 mois plus tard. Le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Daniel n'a pas été poursuivi pénalement. Son rôle de complice passif, il avait agi sur les instructions de Sophia, sans comprendre pleinement les implications légales. Selon ce qu'il a plaidé et selon ce que j'ai moi-même indiqué au procureur a été pris en compte. Mais il n'en a pas été quitte pour autant. Il a perdu son cabinet. Il a remboursé ses dettes en signant un accord avec ses créanciers. Et il a perdu, pour une durée indéterminée, ce que je ne peux pas lui rendre par un jugement. Ma confiance. Nous nous sommes revus une fois, 3 mois après le jugement. Dans un café, un mardi matin. Il avait maigri. Il avait les traits de quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis longtemps. Il a commencé par dire « Je ne sais pas si je mérite que tu m'accordes ne serait-ce que 5 minutes. »« Tu as ces 5 minutes, » ai-je répondu. « La suite dépend de toi. » Il m'a demandé pardon. Pas de façon élaborée, pas avec les mots soigneusement choisis d'un homme qui a préparé ce qu'il allait dire. Avec la simplicité maladroite de quelqu'un qui sait que les mots ne suffisent pas, et qui les dit quand même parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Je lui ai répondu que je l'entendais, que j'avais besoin de temps, que le pardon n'était pas une porte qu'on ouvre en un seul geste, c'est un couloir qu'on parcourt lentement, et que je n'étais pas encore au bout. Il a hoché la tête. Avant de partir, il m'a dit « Elle m'avait dit que c'était pour nous deux, que tu aurais quand même tout ce qu'il te fallait, que tu ne te rendrais compte de rien. » J'ai regardé mon café. « Et tu l'as cru ?» Un long silence. J'avais tellement peur de te décevoir que j'ai préféré te trahir. C'est la phrase qui m'a tenu éveillé le plus longtemps. Pas de la colère, de la tristesse. Cette tristesse particulière qu'on ressent quand on comprend qu'une erreur n'était pas inévitable, qu'elle aurait pu ne pas avoir lieu, qu'il aurait suffi d'un mot dit au bon moment pour que tout soit différent.
J'ai créé la Fondation Hélène au mois de mars suivant. 2 bourses annuelles pour des lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent poursuivre des études d'architecture, d'urbanisme ou de design. Ce sont des domaines qu'Hélène aimait. Elle avait une façon de regarder les vieux bâtiments comme si elle leur cherchait une âme. J'ai également fait un don à l'association qui avait accompagné son équipe soignante pendant les derniers mois de sa maladie. Et j'ai mis de côté une somme modeste pour Thomas, qui m'avait parlé dans cette librairie, alors qu'il aurait pu garder le silence. Ce n'est pas un geste spectaculaire, mais dans la vie réelle, les gestes justes sont rarement spectaculaires. Il m'arrive encore, certains soirs, de penser à ce moment dans le couloir du restaurant. Cette fenêtre ronde, à peine plus grande qu'un hublot, et ma main, posée sur le mur, qui ne tremblait pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'instinct, ou simplement l'accumulation de toutes les années passées à observer les êtres humains, leurs contradictions, leurs peurs, leurs petites trahisons quotidiennes et leur grande lâcheté. 30 ans à enseigner l'histoire, c'est 30 ans à apprendre que les gens font rarement ce qu'ils font par malveillance pure. Ils le font par peur, par dette, par amour mal orienté, par lâcheté confondue avec de la prudence. Cela n'excuse rien, mais cela aide à comprendre. Et comprendre, même quand ça fait mal, c'est toujours mieux que l'ignorance. Hélène me disait souvent, « Raymond, tu regardes les gens avec trop de bienveillance. » Elle avait être raison. Mais c'est cette même bienveillance qui m'a empêché de haïr mon fils. Et la haine, j'en suis convaincu, m'aurait coûté bien plus cher que ce qu'il avait essayé de me prendre. Je vis seul. Je joue au pétanque le jeudi avec Édouard. Je lis beaucoup. Je prends mon café le matin en regardant le jardin et je pense à elle. Certains matins, c'est suffisant.